Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour, oui. Alors merci d'être avec nous, fidèle au poste, ce matin pour cette chronique économique. Nous allons d'abord parler de ce qui se passe actuellement au ministère des Finances, parce qu'il faut bien avouer qu'on est plutôt étonné. Israël Katz est arrivé il y a quelques mois à peine, on le sait, au poste de ministre des Finances. Depuis, on a assisté à une démission en masse de plusieurs hauts fonctionnaires. On se souvient de la démission fracassante de Shaul Meridor. Et puis, ni plus ni moins, la directrice générale du ministère, Eyal Turner, a démissionné de ce ministère alors qu'elle était considérée jusqu'à il y a quelque temps comme une proche de Israël Katz. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe à l'heure actuelle au sein de ce ministère des Finances qui est critique, qui est extrêmement important pour la gestion de la crise économique du pays? Oui, comme d'habitude, vous avez bien résumé la problématique sans donner la réponse que je vais essayer de donner. Je vous le laisse. Non seulement Keren Turner, que vous avez parlé, elle est venue immédiatement parce qu'elle était proche de Katz quand il était ministre des Transports, mais en plus, elle a même arrêté sa congé de maternité pour venir aider au ministère des Finances. Ça veut dire qu'elle pensait justement pouvoir arriver à à aider Israël dans un point de vue économique et financier pendant cette période. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de la chose suivante? Que elle a plusieurs fois pris position pour les hauts fonctionnaires du ministère des Finances. Par exemple, vous avez parlé de Meridor, Shaul Meridor, et lorsqu'il a dû démissionner, elle a publiquement écrit une lettre pour dire que elle était d'accord avec ce qu'il avait fait. Et ça lui a été reproché par le ministre. Et de façon globale... Et le ministre, il faut bien avouer, Daniel, le ministre lui-même a été très offensant même envers Keren Eyal Turner, oui. Alors que, justement, on considérait qu'il était proche d'elle. Il a plus d'une fois, en réunion, mis de côté, ou en tout cas a été extrêmement méprisant à son égard. Comment vous expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, exactement ça. Maintenant, il y a deux choses. Le problème qu'on vient parler personnel qui a été, mais qui a derrière, je pense, une idéologie. Ah. Non, alors là, nous avons un problème. Ce n'est même pas en Zoom, hein, c'est en ligne téléphonique. Allô? Oui, Daniel, nous avons un problème. Est-ce que vous pouvez vous replacer? Parce qu'on ne vous entend pas. Oui, maintenant, vous m'entendez? Maintenant, on vous entend. Oui. Alors, ce que je veux dire... Non, on ne vous entend pas. Daniel, il faut que vous changiez de position et que vous alliez dans un autre endroit de là où vous êtes pour qu'on puisse vous capter mieux. Bon, j'espère. Regarde, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Maintenant, oui, j'espère que ça va se maintenir. Bon, oui. Alors, je voudrais juste terminer comme ça. Et le problème idéologique qui est derrière, c'est la chose suivante. Les hauts fonctionnaires du ministère des Finances, ils voient que les dépenses doivent être faites pour des investissements, pour l'éducation, mais surtout pas pour donner de l'argent aux citoyens. Ce qu'on appelle les manakim de ces derniers temps. Et au contraire, Netanyahou, vu la situation qu'il a vue et ce qu'il entend, il a aussi un conseil économique qui s'appelle Avi Simron. Oui. Il lui dit, c'est très favorable à ce genre de manakim. À ce genre de choses, oui. Et donc, ils veulent absolument, lui, il veut arriver sur passer cette idée-là, qui est contre ce qui se passe aux fonctionnaires du ministère des Finances. Et donc, c'est un problème de fond idéologique. Maintenant, ce qui est vrai, et c'est logique, celui qui décide, c'est le ministre, c'est le Premier ministre. Parce que les fonctionnaires, ils sont là uniquement pour faire une politique. Alors, ok, c'est le ministre qui décide. Mais le ministre, je suppose qu'il a un minimum de jugeote et qu'il comprend aussi certaines choses, certaines démarches. On a parlé, puisqu'on parle beaucoup de la sortie de crise économique et de la manière dont Israël distribuait à perte, on va dire, énormément de subventions, d'allocations, ne serait-ce que par exemple le fait que jusqu'au mois de juin 2021, eh bien, les personnes qui ont été mises en congé sans solde vont recevoir un salaire sans rien faire, et que la plupart de ces personnes, pendant un an, plus d'un an, vont rester sans rien faire en recevant des salaires ou 70% de leur salaire. Pourquoi finalement il n'y a pas quelqu'un au ministère des Finances et même, on va dire, dans les échelons politiques qui dit peut-être que l'on va essayer d'être un peu plus
productif, un peu plus constructif, et essayer par exemple de copier ce que les Allemands ont fait en donnant de l'argent non pas aux personnes qui sont en congé sans solde, mais aux entreprises afin qu'elles maintiennent leurs employés dans le cadre du travail et qu'elles continuent à travailler d'une certaine manière, même avec moins de productivité. Oui, ça est. Plusieurs fois, on a parlé de ce problème du modèle allemand. Maintenant, la chose est suivante. Ils ont prévu, justement à cause du problème que vous avez dit que des gens risquent de rester derrière faire pendant un an, de donner directement aux salariés qui reviendraient au travail, mais à eux, une prime. L'État leur donnerait une prime jusqu'à 9 000 shekels s'ils acceptaient de retravailler. Ils veulent faire ça au niveau des gens plutôt qu'au niveau des entreprises. Apparemment, c'est l'idée qui pour l'instant, ils travaillent au ministère des Finances. Et donc, ils savent qu'il y a ce problème, ils veulent le faire. Maintenant, il y avait aussi le problème du budget. Le ministère des Finances poussait aussi à ce qu'on prépare un budget pour 2021. Or, il n'y a pas eu de préparation à ça, et ce qui a été décidé, c'est le budget 2020 de fin décembre pour une semaine qui va être fait. Et ça, apparemment, ça a assez fait des tensions au niveau entre le ministère des Finances et son ministre, entre les fonctionnaires. Et donc, pour l'instant, il faut laisser le ministère des Finances dans une situation de chaos à une période aussi critique? Alors, il a justement remplacé, pour l'instant, de façon provisoire, parce qu'on peut pas maintenant nommer des gens de façon définitive, le chef des impôts pour remplacer Keren Terner. Apparemment, il a pensé qu'avec lui, ça marcherait. Moi, je me suis étonné de ce choix parce que c'était à l'époque celui qui avait promis que les impôts immédiatement donneraient l'argent et ça s'est pas bien fait. Mais apparemment, ils savent plus des choses que moi je sais. Il faut voir comment ça marche. Et de toute façon, apparemment, on est dans une situation où c'est le politique, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, et après la Knesset, qui vont vraiment décider ce qui va y arriver. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le problème de la notation d'Israël au niveau du monde. Est-ce que ça la cache, le fait que maintenant on entend dans le monde entier qu'il n'y a pas de budget, qu'il y a des problèmes au ministère des Finances. Je sais qu'il va y avoir bientôt un téléphone de ces compagnies-là à la Banque d'Israël et au ministère des Finances pour voir ce qui se passe. C'est normal pour voir s'il y a une dégradation. Maintenant, concernant les chiffres du déficit, ils sont bien sûr très importants. Ils sont au-delà de 100 milliards de shekels. Mais Israël n'est pas le seul dans le monde. C'est-à-dire que dans tous les pays, maintenant, les pays s'endettent et pensent qu'il faut passer une mauvaise période et on verra après ce qui va se passer. Donc je pense pas, on n'est pas sûr que ça entachera le fait que Israël ait une mauvaise notation. Il faut noter que la semaine dernière, Israël a pu emprunter sur les marchés mondiaux 1,5 milliard d'euros à un taux pratiquement de zéro. Ça veut dire qu'elle est considérée comme un pays même mieux que la France ou que l'Allemagne ou des pays comme ça. Donc pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas de ça à s'inquiéter. Bien sûr, il y a un problème général qu'on connaît, mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Alors, je voudrais qu'on parle d'un développement économique aussi tout à fait intéressant. On aurait pensé que le pays se trouve en pleine récession. D'ailleurs, les chiffres parlent de récession, bien entendu. Mais pourtant, cette récession, elle s'accompagne également d'un déluge de nouvelles sociétés qui veulent être cotées en bourse, de sociétés israéliennes qui veulent être cotées en bourse. Comment on explique ce paradoxe? Oui. La bourse israélienne, les indices phares, malheureusement, depuis le début de l'année, au contraire de ce qui se passe dans beaucoup de pays, sont en très forte baisse, c'est-à-dire moins 20%. Il y a un secteur qui marche extraordinairement bien, c'est le secteur des nouvelles sociétés qui viennent être cotées en bourse, qui pour la première fois émettent des actions et se prêtent au public. Il y a des noms comme Supergaz, Mimoun Yachir, des sociétés de qualité, des bonnes sociétés qui viennent à la bourse. Et tous les gens qui ont investi lorsque la société est sortie ont gagné entre 19 et 100% depuis ce moment-là. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Il y a maintenant 25 sociétés ça n'est jamais arrivé depuis, je crois, 2008, qui ont décidé de vouloir au dernier trimestre, devenir des nouvelles sociétés à la bourse israélienne. Ce sont des sociétés de technologie et souvent des sociétés qui font dans ce qu'on appelle l'énergie verte, qui est au niveau mondial quelque chose d'extrêmement recherché. Je pense, et ce sont des sociétés de qualité d'après ce que je vois, qu'il y aura également pour ces émissions-là beaucoup de succès
et c'est pour les gens qui accepteront au début d'investir dedans, d'en acheter une partie. Alors, il y a un titre aussi intéressant. On parlait ces dernières semaines du développement des relations économiques et commerciales entre Israël et les Émirats arabes unis. Et d'ores et déjà, il semble que une compagnie d'Abu Dhabi se porte acquisiteur de la compagnie aérienne israélienne Israël. Comment c'est possible aussi rapidement? Oui, en effet. D'abord, il faut savoir que la compagnie Israël est une filiale du grand concern israélien qui s'appelle IDB. Ce concern-là, qui est fait par M. Elstein, a fait faillite. Et il a perdu 3 milliards de shekels. Et maintenant, toutes les sociétés, l'une après les autres, le tribunal les met en vente, c'est-à-dire ceux qui sont chargés maintenant de diriger la société, les syndics, pour pouvoir payer aux différents créanciers. Une de ces sociétés, c'est Israël. Et Rami Levy, par exemple, s'est porté acquéreur avec un autre groupe pour pouvoir le racheter. Parce que Israël, comme pour ceux qui ont voyagé à Chypre ou à Grèce ou à Eilat, ils voient que c'est des avions assez petits et qui peuvent aller à des distances de quelques centaines, voire milliers de kilomètres. Et c'est très intéressant pour Abu Dhabi qui cherche justement des avions de ce genre pour pouvoir arriver pour des patrons, pour des petites entreprises, pour des choses comme ça, à pouvoir arriver dans plusieurs pays et par les avions. C'est ça qui nous intéressait dedans. C'est la société NKON qui a aussi dit, moi je me porte maintenant acquéreur, je me lance dans l'appel d'offres. Et donc c'est une bataille entre Abu Dhabi et Rami Levy. On va voir qui c'est qui va gagner. Bataille très intéressante. Un dernier titre, vous allez nous l'expliquer. Je ne sais pas qui est Monsieur Barmelli, mais il a été condamné pour avoir trompé des investisseurs. Pourquoi c'était important de le mentionner dans cette chronique ce matin? Oui, c'est encore souvent je fais ici un avertissement aux investisseurs, aux épargnants qui entendent, parce que maintenant on peut plus vraiment gagner de l'argent par des moyens normaux, c'est-à-dire que les dépôts à la banque donnent 0,1% par an et donc c'est comme rien. Alors ils essaient de trouver des choses qui leur font qui sont mirobolantes. Et alors on leur propose d'investir souvent dans des nadlan, c'est-à-dire les appartements immobiliers à l'étranger. Et souvent c'est des choses d'ailleurs qui ne sont pas couvertes qui sont pas même pas dans la régulation normale de la rechute terrestre ou de rechute qui sont chargés de réguler ça. Ça veut pas dire que si des sociétés qui sont sous la régulation ne font pas faillite, comme on vient d'en parler, mais disons que c'est quand même un peu mieux. Et alors ce monsieur-là, il a pris l'argent des investisseurs au lieu de l'investir, comme il avait dit dans son terrain Kela et Rubicon, il a pris pour ses affaires personnelles. Je crois qu'il avait un restaurant, et dedans il a pris cet argent. C'est-à-dire c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et jusqu'à ce qu'on ait mis la main dessus, et qu'il y a eu des plaintes, ce sont de milliers de personnes qui ont été flouées. Et hier, le tribunal l'a condamné et la presse financière a redit et a relancé cet investissement que je me permets ici de prolonger. Faites très attention, épargnants et investisseurs, de regarder où est-ce que vous investissez, et surtout si c'est mirobolant, c'est très douteux. Méfiez-vous. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine, mercredi prochain. Fidèle au rendez-vous. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.